Dans Dexter Resurrection, le New York Ripper a été présenté comme un tueur qui terrorisait les rues où Prater a grandi et qui a échappé aux forces de l'ordre, hantant la super détective Claudette. Tout au long des premiers épisodes de la saison, ce mystérieux tueur est mentionné par Prater, Claudette et Batista, soulignant que les scénaristes de la série pourraient avoir des projets pour ce nouveau personnage mystérieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer si l'intrigue du New York Ripper sera réellement développée cette saison ou s'il la garde pour plus tard. Nous analyserons chaque personnage de la série et remonterons même jusqu'à la saison 6, épisode 7, pour théoriser sur qui pourrait être ce tueur notoire. Avant de nous y plonger, assurons-nous d'abord de bien maîtriser l'affaire. Le New York Ripper était un tueur en série mystérieux qui terrorisait les rues de New York, accumulant au moins 22 victimes confirmées, tout en parvenant à échapper aux arrestations. Ce tueur, très prolifique, utilisait un crochet de plaque d'égout comme arme de prédilection, un outil macabre qui fait maintenant partie de la précieuse collection de trophées de Leon Prater. Ce qui rendait cette affaire particulièrement glaçante, c'est que Prater avait un lien personnel avec elle, ayant grandi dans les mêmes rues que le Ripper terrorisait quand il était enfant. La détective Claudette Wallace poursuivait obsessionnellement ce tueur insaisissable. Mais malgré sa réputation de super détective, le New York Ripper n'a jamais été attrapé, avec de vieux titres de journaux qui lisaient encore « Pas de fin en vue » et « Tueur en série très prolifique toujours en liberté ». Quand Batista dit que nous avons tous cette affaire qui nous hante, maintenant que c'est clair, passons à la première théorie. Leon Prater est le New York Ripper. La théorie selon laquelle Leon Prater serait secrètement le New York Ripper est un rebondissement assez intéressant que Dexter Resurrection pourrait réaliser. Réfléchissez-y, ce type passe d'un riche admirateur de tueurs en série à potentiellement le méchant le plus dangereux que la série ait eu depuis Trinity. En surface, Prater ressemble à votre philanthrope milliardaire typique. Il organise de élégants événements caritatifs pour la police de New York et court partout en jouant aux capitalistes de risque pendant la journée. Mais alors, la nuit ? Il organise ses dîners lugubres avec de vrais tueurs en série, ce qui est déjà assez dérangé quand on y pense. Plusieurs éléments suspects alimentent cette spéculation. La réaction de Prater quand il discute du New York Ripper diffère nettement de son admiration pour d'autres tueurs. Il parle avec une fierté particulière du fait que le Ripper n'ait jamais été attrapé, presque comme s'il se vantait de son propre succès. Les preuves pointant vers Prater comme le Ripper deviennent difficiles à ignorer quand on regarde les détails. Sa connaissance intime des méthodes du tueur et sa possession de l'arme du crime réel sont des signaux d'alarme majeurs qui vont au-delà du comportement typique d'un collectionneur. La connexion géographique est particulièrement révélatrice. Le Ripper opérait dans les quartiers exacts où Prater jouait enfant, suggérant soit une familiarité profonde avec la zone, soit un lien personnel avec les crimes. Son histoire traumatique de la perte de ses deux parents dans un accident de voiture suit le modèle classique d'origine de tueur en série que nous avons vu dans toute la franchise Dexter, fournissant la fondation psychologique pour une descente potentielle vers le meurtre. Si Prater est le Ripper, ces dîners prennent un sens complètement différent. Au lieu de simplement collectionner les tueurs comme des trophées, il mènerait des recherches étudiant sa compétition, apprenant leurs méthodes et identifiant les menaces potentielles à ses propres opérations. Sa capacité à traquer et identifier des tueurs en série actifs montre des compétences d'enquête qui lui serviraient bien pour échapper à la capture. Avec sa richesse et ses ressources, Prater serait pratiquement intouchable. Il pourrait éliminer des témoins, influencer les enquêtes et maintenir sa persona publique tout en continuant de tuer. La relation avec Charlie devient particulièrement tordue, il emploierait essentiellement un ancien soldat des opérations spéciales pour protéger un tueur en série tout en la gardant complètement dans l'ignorance de sa vraie nature. Les implications seraient massives. Prater serait l'adversaire ultime de Dexter, combinant planification méthodique avec ressources illimitées et statut social. Contrairement aux méchants précédents des marges de la société, il représente le mal se cachant derrière la philanthropie. Son exposition dévasterait la police de New York étant donné son soutien financier, tandis que la détective Wallace ferait face à un danger personnel en tant que menace à ses opérations. Cela positionne Resurrection comme introduisant un méchant assez sophistiqué pour défier Dexter tout en opérant avec une impunité complète, plaçant le prédateur le plus dangereux, non dans l'ombre, mais sous les feux de la rampe de l'admiration publique. Cependant, cette théorie fait face à plusieurs défis significatifs que je trouve difficiles à ignorer. D'abord, le rebondissement de personnages publics respecter secrètement le tueur est devenu un cliché de Dexter, nous l'avons vu avec Miguel Prada, Jordan Chase et d'autres. Les scénaristes de la franchise ont typiquement montré plus de créativité que de recycler la même formule de révélation, et je serais personnellement assez déçu s'ils le refaisaient. Plus pratiquement, comment un multimilliardaire de haut profil pourrait-il personnellement commettre 22 meurtres sans détection ? Le statut de célébrité de Prater signifie que ses mouvements sont suivis, ses allées et venues documentées et ses absences notées. Contrairement aux tueurs précédents qui pouvaient disparaître dans l'anonymat, Prater aurait besoin d'alibi constant tout en maintenant ses obligations publiques, quelque chose qui est pratiquement impossible. Peut être le plus notable, il y a la question inévitable de la stature physique de Prater. Mesurant 1,35 mètres à cause de l'achondroplasie, il brandirait un crochet de plaque d'égout qui fait presque la moitié de sa taille.
Bien que nous ne devrions sous-estimer personne basée sur des limitations physiques, la mécanique d'utiliser une arme si difficile à manier contre des victimes adultes soulève quelques questions pratiques. C'est un peu comme essayer de commettre des meurtres avec une canne de marche surdimensionnée, théoriquement possible, mais difficilement efficace pour un tueur en série prolifique. Ces facteurs suggèrent que bien que Prater fasse un suspect intrigant, la réalité peut être moins convaincante que la théorie n'apparaît. Avant de passer à la prochaine partie de cette vidéo, je veux juste vous rappeler de vous abonner si vous appréciez le contenu. Bien que Leon Prater domine la spéculation sur le New York Ripper, deux autres personnages méritent des mentions honorables dans ce jeu de devinettes tordu, le détective Melvin Oliva et Charlie Brown. Écoutez, je vais être honnête, les preuves sont pratiquement inexistantes pour les deux, et je pense que les chances que l'un d'eux soit le Ripper sont pratiquement nulles. Mais la franchise Dexter a bâti sa réputation sur des révélations choquantes que personne ne voit venir. Alors même les suspects les plus improbables valent au moins la peine d'être considérés, et je veux en parler. Le détective Melvin Oliva représente le scénario classique se cachant en pleine vue que les écrivains de mystère adorent. En tant que partenaire de Wallace, il a une connaissance d'initié des procédures policières et des techniques légales, pratiquement tout ce dont vous auriez besoin pour éviter de vous faire prendre. La franchise nous a déjà montré que les gens les plus proches des enquêtes ont souvent les secrets les plus sombres, comme l'acte d'homme de famille de Trinity ou la connexion de l'Eye-Struck Killer avec Dexter. La personnalité calme et réservée d'Oliva et sa tendance à laisser Wallace prendre les devants pourrait masquer un esprit calculateur qui étudie chaque affaire sur laquelle ils ont travaillé ensemble. De plus, sa compréhension de la façon dont Wallace enquête le positionnerait parfaitement pour rester une longueur d'avance sur sa poursuite obsessionnelle du Ripper. D'autre part, Charlie présente une possibilité encore plus intéressante, bien que cela nécessiterait une gymnastique narrative sérieuse. Son passé d'opération spéciale lui donne toutes les compétences tactiques et le détachement émotionnel dont vous auriez besoin pour tuer en série, tandis que son dégoût évident pour les tueurs du dîner pourrait être une misdirection élaborée. Peut être qu'elle élimine la compétition, ou peut être qu'elle pense simplement qu'elle est meilleure que tous les invités de Prater. Le fait qu'elle ait accès à toute l'opération de Prater, plus un diplôme en droit de Harvard, lui donnerait la couverture parfaite et les connaissances pour manipuler les preuves. L'ironie de Prater, employant inconsciemment le tueur même qui l'obsède, serait exactement le genre de révélation tordue que la franchise adore. Mais, voici le problème, les deux théories ont le même problème massif. Il n'y a tout simplement pas assez là. Les scénaristes ne nous ont donné pratiquement aucune histoire pour l'un ou l'autre personnage qui soutiendrait une révélation si énorme. Oliva est pratiquement un personnage de soutien dont nous ne savons presque rien, et les motivations et l'histoire de Charlie restent assez peu claires. Contrairement à d'autres révélations majeures de la franchise, où les scénaristes laissent soigneusement des indices et construisent une profondeur psychologique, aucun de ces personnages n'a montré les modèles de comportement suspects qui suggèrent habituellement ce genre de rebondissement. Sûr, les scénaristes de Dexter adorent leurs surprises, mais ils savent aussi que les bons rebondissements d'intrigue ont besoin d'une configuration appropriée. Et cette fondation n'est tout simplement pas là pour Oliva ou Charlie comme candidat Ripper. Je pense que c'est assez irréaliste. La prochaine théorie que nous avons est que Jonah Mitchell pourrait être le New York Ripper, ce qui représente l'une des connexions les plus intrigantes mais controversées que les fans ont essayé de faire entre Dexter, Résurrection et la série originale, et pour que cela ait du sens, nous devons retourner à la saison 6. Dans la saison 6, épisode 7, Nebraska. Jonah a d'abord prétendu que son père Trinity était revenu pour tuer sa mère Sally et sa sœur Rebecca, mais a plus tard confessé à Dexter qu'il avait tué sa mère lui-même dans un accès de rage après avoir découvert le suicide de Rebecca. Cela a pratiquement prouvé que Jonah était capable de violence létale quand poussé à sa limite, montrant qu'il était vraiment le fils de son père après tout. La preuve la plus convaincante pour cette théorie vient des similitudes d'armes que nous voyons tout au long de cet épisode. Pendant leur confrontation au Nebraska, Jonah travaillait dans une quincaillerie locale où il maniait habilement un outil en forme de crochet, montrant une précision pratiquée qui a vraiment attiré l'attention des spectateurs. Quand il a plus tard attaqué Dexter dans le magasin, il a utilisé ce même instrument en forme de crochet, une arme qui ressemble remarquablement au crochet de plaque d'égout dans la collection de Leon Prater qui appartenait supposément au New York Ripper. C'est soit de la préfiguration délibérée par les scénaristes, soit une sacrée coïncidence à laquelle les fans se sont accrochés comme preuve de la transformation de Jonah en tueur en série. Je pense que ce dernier est beaucoup plus probable. La fondation psychologique a du sens aussi quand vous pensez au modèle de trauma générationnel que nous avons vu dans l'univers Dexter. Tout comme les conseils de Harry Morgan ont façonné Dexter en tueur contrôlé, et l'influence de Dexter a plus tard affecté son fils Harrison, l'exposition de Jonah à la brutalité méthodique de Trinity aurait pu planter des graines similaires. Son admission qu'il sentait qu'il devenait son père, combinée avec sa capacité démontrée pour la violence et sa compétence claire avec des outils en forme de crochet, crée un récit convaincant pour comment il pourrait évoluer d'un auteur de meurtre unique au New York Ripper prolifique. Le saut géographique du Nebraska à New York serait significatif, mais pas sans précédent pour quelqu'un essayant d'échapper à son passé et d'établir un nouveau terrain de chasse. Cependant, il y a un obstacle majeur à cette théorie qui émerge des révélations de la saison 8 sur les victimes d'Oliver Saxon.
Parmi les fichiers informatiques de Saxon, les enquêteurs ont découvert une référence à J. Mitchell, ce qui indique potentiellement que Saxon avait déjà éliminé Jonah Mitchell dans le cadre de son ciblage systématique des anciens patients et associés de sa mère Evelyn Vogel. Si Saxon a tué Jonah quelque temps entre l'incident du Nebraska et sa propre mort dans la saison 8, cela rendrait l'implication de Jonah dans les meurtres actuels du New York Ripper chronologiquement impossible. Ce détail est facile à négliger si vous ne faites pas attention, mais il réfute efficacement la théorie, à moins que la référence J. Mitchell ne concerne quelqu'un d'autre entièrement. Même sans le problème Saxon, il y a un autre problème de chronologie majeur qui fait s'effondrer cette théorie. Leon Prater mentionne que le New York Ripper terrorisait les rues où il jouait enfant, mais Prater semble environ 20 ans plus vieux que Jonah Mitchell. Cela signifie que quand Prater était enfant courant dans ces quartiers de New York, Jonah ne serait même pas encore né, encore moins assez âgé pour être un tueur en série. Les calculs ne marchent simplement pas, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un terrorisant les rues comme le Ripper pendant l'enfance de quelqu'un quand le supposé tueur n'existait pas à ce moment-là. Les implications seraient significatives pour comment nous interprétons à la fois la série originale et la direction de Résurrection. Si Jonah a survécu d'une façon ou d'une autre et est devenu le Ripper, ce serait une narration brillante à long terme, montrant comment le trauma de l'enfance se manifeste des années plus tard. Mais cela soulève aussi des questions sur si la franchise devrait forcer ses connexions pour satisfaire les fans nostalgiques. Ramener Jonah de cette façon risque de gâcher son puissant moment de rédemption dans Nebraska, tout en éclipsant de nouveaux personnages comme Leon Prater qui méritent d'établir leurs propres héritages. La connexion Saxon et les problèmes de chronologie suggèrent que la franchise pourrait être mieux de honorer les destins des personnages passés plutôt que de les ressusciter pour des rebondissements d'intrigues pratiques, laissant Résurrection forger sa propre identité tout en respectant ce qui est venu avant. Maintenant, avant de passer à la théorie la plus populaire que j'ai vue, je veux vous rappeler de vous abonner si vous appréciez la vidéo. La théorie finale que nous avons dans cette vidéo est que Blessing Camara pourrait être le New York Ripper, ce qui représenterait peu être le rebondissement le plus choquant que Dexter. Résurrection pourrait réaliser. Cela transformerait le personnage, apparemment le plus innocent de la série, en son méchant le plus sombre, avec la spéculation centrée sur le passé tragique de Blessing comme enfant soldat et sa relation inhabituellement intime avec Dexter, masquant potentiellement un secret sinistre qui rivaliserait avec toute révélation de l'histoire de la franchise. En surface, Blessing apparaît comme l'exemple parfait de rédemption et d'espoir dans le monde sombre de Dexter, un chauffeur Urquhart au cœur tendre qui rayonne de chaleur genuine envers tout le monde qu'il rencontre. Né en Sierra Leone, il a été forcé de devenir enfant soldat pour le Front révolutionnaire uni, où il a été battu, drogué et contraint de commettre des actes horribles, incluant tuer au moins une personne. Sa mère Prudence l'a secouru pour son 13e anniversaire et l'a amené à New York, où il a passé 30 ans à construire une nouvelle vie avec sa femme Constance et sa fille Joy. C'est pratiquement l'histoire de rédemption ultime. Un enfant soldat traumatisé devient un homme de famille aimant et un pilier de la communauté. Mais voici où ça devient intéressant, l'ouverture même avec laquelle Blessing discute de son passé sombre avec Dexter pourrait être vue comme suspecte dans une franchise qui adore cacher des tueurs en pleine vue. Pendant leur conversation après la veillée de Prudence, Blessing révèle des détails sur son trauma d'enfance, décrivant comment il a été forcé de tuer et faire des choses innommables. Les conseils de sa mère de « laisser le passé derrière » et « ne jamais amener l'obscurité dans ma maison » pourraient être interprétés non comme une sagesse guérisseuse, mais comme des instructions pour la compartimentalisation que tout tueur en série réussi aurait besoin de maîtriser. Le fait qu'il choisisse ce moment vulnérable pour partager ses détails avec Dexter, un type qu'il connaît depuis seulement des semaines, pourrait suggérer une reconnaissance plus profonde d'obscurité, apparentée plutôt qu'une simple confiance. Avant la sortie de l'épisode 6, je n'aurais pas cru cette théorie, mais après avoir entendu Blessing parler de son obscurité, un motif clé dans la série pour le meurtre, je ne suis plus si sûr. Cependant, la chronologie crée des problèmes massifs pour cette théorie. Si le New York Ripper terrorise les rues depuis l'enfance de Leon Prater, et Prater paraît d'âge moyen tandis que Blessing semble plus vieux, les tueries auraient commencé il y a des décennies possiblement quand Blessing était encore enfant en Sierra Leone ou venait juste d'arriver en Amérique. Pour que Blessing soit le Ripper, il aurait dû commencer sa série de meurtres comme un très jeune homme, immédiatement après être arrivé à New York, ce qui contredit complètement sa chronologie établie de construction d'une famille stable et d'une carrière sur 30 ans. De plus, il y a l'obscurité qu'il confesse à Dexter. Blessing admet ouvertement avoir tué quelqu'un comme enfant soldat, mais il le présente comme un trauma qu'il a surmonté, pas quelque chose qu'il a continué ou apprécié. Son amour genuin pour sa famille et sa communauté, démontré à travers des années de comportement cohérent, suggère un niveau de connexion émotionnelle qui serait extrêmement difficile pour un tueur en série psychopathe de maintenir de façon convaincante pendant 3 décennies. Je ne suis pas trop sûr. En regardant en arrière toutes ces théories, ce serait honnêtement assez drôle si la série ne développait jamais vraiment l'intrigue du New York Ripper du tout cette saison. Nous avons passé tout ce temps à spéculer sur qui cela pourrait être, analysant chaque détail et connexion, mais il y a une vraie chance que les scénaristes pourraient juste le laisser comme saveur d'arrière-plan ou le garder pour la saison 2 ou 3. C'est un cas classique du fusil de Tchekhov, ils ont introduit ce tueur mystérieux et mis l'arme juste là dans la collection de Prater, donc ça semble devoir exploser à un moment donné.
Mais connaissant comment les séries télé fonctionnent, il pourrait jouer le jeu à long terme ici, laissant ce mystère mijoter en arrière-plan pendant qu'il se concentre sur d'autres intrigues. Le New York Ripper pourrait facilement devenir le méchant principal des saisons futures, surtout s'il conclut l'intrigue de Leon Prater cette année. Ce serait en fait une narration intelligente d'établir le Ripper comme cette présence menaçante en saison 1, puis d'en faire l'antagoniste principal en saison 2 ou 3 quand ils ont besoin d'un nouveau grand méchant. Cela leur donnerait le temps de développer correctement qui que soit le tueur, plutôt que de précipiter la révélation. Honnêtement, à part Leon Prater, ce serait bien trop cliché que n'importe lequel de ces autres personnages s'avère être le Ripper. La connexion Jonah semble forcée et ne marche pas avec la chronologie. Blessing étant le tueur minerait tout son arc de rédemption et Oliva, ou Charley, n'ont tout simplement pas assez de développement pour le rendre significatif. Prater a au moins la configuration, les ressources et la connexion personnelle pour le faire marcher narrativement, même s'il y a des problèmes pratiques avec la théorie. Mais s'ils vont faire une autre révélation, personnage public respecté et secrètement le tueur, il ferait mieux d'avoir quelque chose de vraiment spécial prévu parce que ce rebondissement devient assez vieux à ce moment-là. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir ce que les scénaristes ont vraiment en réserve pour nous, que ce soit cette saison ou plus tard. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine.